puis voilà, bienvenue à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Donc, petit mot sur l'introduction pour cette nouvelle séance de ce cycle sur la question de la vérité en droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Anaïs Joma, qui est une collègue, qui est docteur en philosophie de cette université, qui a fait sa thèse sous la direction de Valérie Couturier, sauf erreur, sur le concept d'excuse. Et pourtant de la parole, hein, si je comprends bien, puis qui travaille maintenant sur la question du cyberharcèlement, c'est ça? Tout à fait. Et qui vient ici nous parler d'auteurs, je crois, aussi qu'elle connaît très très bien, qu'elle a beaucoup travaillé dans le cadre de sa thèse, Hart et Austin, de nouveau. Nous connaissons aussi un petit peu quand même le juriste. Et le titre de son intervention, c'est Repenser le raisonnement juridique à l'aune d'une pragmatique de la véridiction, Hart et Austin, sur les effets de l'illusion descriptive en théorie du droit. Un sujet tout à fait passionnant. Un grand merci à toi, Anaïs. Je crois que c'est Jeanne-Marie qui ensuite va un petit peu gérer les débats et les réactions. Et avant de vous donner la parole, je vous rappelle simplement que nous avons aussi une séance déjà lundi 29, séance un peu hors cycle de Jean-Sylvestre Berger, qui est un professeur français à l'Université Côte d'Azur, qui a toute une recherche sur la question des a priori. Les a priori dans la pensée et la pratique juridique, et qui estime que c'est un impensé de la culture juridique, donc il va nous expliquer un petit peu cela lundi, nous voit à la même heure, midi 30, dans notre local habituel. Rassurez-vous, ce n'est qu'une migration temporaire dans ce local un peu plus froid que l'autre. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas de celui-ci, merci encore à Anaïs. Merci beaucoup. Bon, j'espère que la technique ne va pas nous abandonner, parce que ça a l'air de sauter un petit peu, mais on va voir. Bon, je voulais évidemment remercier Jeanne-Marie et puis Diane de m'avoir invité à ce très beau séminaire. Ça commence déjà à me lire. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui est pour partie issu de mon travail de thèse. Donc en 2 mots, j'ai travaillé sur la question des excuses, donc sur un certain jeu de langage et sur une certaine sphère de concepts qui, en droit, pourrait plus ou moins être attaché à la catégorie des circonstances atténuantes, donc des concepts comme l'accident, l'inadvertance, l'involontaire, mais aussi le non intentionnel, etc. Et j'ai opéré ce travail à partir de textes qui font partie non pas de la philosophie du langage d'Austin, qui est plutôt bien connu, mais de sa philosophie de l'action, donc des textes beaucoup moins connus d'Austin, et aussi en partie à partir du travail de Herbert Hart, que vous connaissez sans doute en tant que juriste bien mieux que moi ici. Mais ceci étant dit, aujourd'hui je vais sortir un petit peu de ma zone de confort, puisque je ne vais pas vous parler vraiment des excuses, et je vais plutôt développer un ensemble de réflexions sur le droit et sur les actes de langage juridique. Donc tout ce que je dis, évidemment, je l'ai pris comme un propos exploratoire. Et j'aimerais d'ailleurs faire un petit disclaimer, je ne suis pas spécialiste de la théorie du droit de Hart. J'ai travaillé sur certains de ses textes seulement, mais je ne suis pas familière avec l'ensemble de son œuvre, donc n'hésitez pas à me corriger s'il y a des spécialistes dans la salle. Alors, ce qui m'a intéressé chez ces 2 auteurs, et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord que c'est une collaboration intellectuelle, dans la mesure où cette collaboration, elle constitue une expérience de travail en commun assez inédite entre juristes et philosophes, donc, ce qui ne manquera pas de nous servir d'inspiration ici au siège. Et une collaboration qui s'initie dans les années 50 à Oxford. Hart et Austin se rencontrent un petit peu avant, pendant leurs études. Ils font partie des mêmes cercles intellectuels, ils connaissent un certain nombre de personnalités en commun, comme Ryle, comme Stuart Hampshire par exemple. Et puis c'est dans le courant des années 50 qu'ils se mettent à élaborer un séminaire en commun sur les thèmes de l'action et de la responsabilité humaine. Donc ce séminaire, il était destiné au départ à un public essentiellement composé de juristes, et il consistait à réfléchir aux conditions d'application d'un certain nombre de concepts, comme l'intention, comme la volonté, comme la responsabilité, en partant de l'examen d'une série de cas pratiques qui étaient empruntés au domaine juridique.
Donc j'y reviendrai, mais Art et Austin essaye de puiser dans la littérature et les comptes rendus d'affaires qu'on trouve dans la littérature de la common law. Et il prêtait attention à une variété d'expressions qui étaient utilisées par les locuteurs pour qualifier et requalifier leurs actions lorsqu'elles étaient soumises à un examen judiciaire. Et ils espéraient ainsi trouver de quoi cartographier un petit peu nos usages en passant par la situation de ces usages dans leur contexte pratique d'élaboration. Alors cette collaboration qui a duré quelques années, elle a constitué pour les deux le terreau d'un ensemble de réflexions qu'on trouve dans deux grands textes que je vais mobiliser aujourd'hui. Donc d'abord pour Art, The Ascription of Responsibility and Rights. Toucher les... Ouais, en fait c'est ça. Je vais le toucher en fait. J'ai l'impression que c'est la salle en fait. Est-ce que c'est dès qu'il se met en mode veille? Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a un mauvais contact en fait. Désolée si ça saute en permanence. Et puis donc pour Austin, A Plea for Excuses, donc on traduit en général par plaidoyer pour les excuses, hein, qui est le premier texte d'Austin sur l'action qu'il rédige et qu'il publie en 1956. Alors, ce qui va m'intéresser plus précisément aujourd'hui, c'est l'impact de la critique que ces deux auteurs mènent à l'encontre de l'illusion descriptive, l'impact de cette critique sur la théorie du droit. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'illusion descriptive? Par cette expression qui est forgée par Austin, Austin entend désigner un certain type d'erreur philosophique qui consiste à considérer que seules seraient douées de signification et soumises à l'analyse logique les phrases qui sont susceptibles de recevoir une valeur de vérité, donc le vrai ou le faux. Cette illusion, elle s'ancre sur une vision qu'on appelle en philosophie représentationnaliste, des rapports entre le langage et le monde. Autrement dit, sur le présupposé selon lequel la fonction principale du langage, ce serait de décrire ou de représenter le monde qui nous entoure, comme si finalement nous n'avions jamais appartenu à ce monde, et comme si nous n'y faisions pas constamment des choses avec les mots. Alors, contre cette façon de penser les rapports entre le langage et le monde, toute l'entreprise de Quand dire c'est faire d'Austin consiste, comme vous le savez, à prendre au sérieux cette idée que l'usage du langage constitue une modalité d'action à part entière, que dire au fond nous permet de faire quantité de choses différentes avec les mots, et qu'il est possible d'en appréhender la logique à travers d'autres dimensions d'évaluation que la simple dichotomie du vrai et du faux. Alors ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est comment cette critique de l'illusion descriptive peut s'appliquer à la façon dont on va concevoir le raisonnement juridique. Alors par raisonnement juridique, j'entends le procédé argumentatif qui justifie l'application de la règle de droit à un cas particulier, et qui donc en quelque sorte légitime une décision de justice. Donc, ce raisonnement il peut prendre différentes formes, mais la plus courante demeure celle du syllogisme, qui part de l'énoncé des faits et de la règle de droit pour aboutir à la conclusion juridique. Or, il me semble que une partie des réflexions de Hart, qui va, je vais revenir s'appuyer sur les méthodes de la philosophie du langage ordinaire, peut aider à interroger et repenser ce modèle pour pouvoir l'intégrer à une approche pragmatique de la véridiction. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de ces méthodes qui sont employées par Art et Austin et des raisons pour lesquelles s'interroger sur le langage ordinaire du droit peut s'avérer pertinent pour clarifier la théorie du droit, surtout lorsqu'elle se laisse influencer par des modèles théoriques qui sont en fait élaborés par les philosophes eux-mêmes. Il y a une influence négative ici de la philosophie et j'espère qu'avec la philosophie du langage ordinaire, on va pouvoir y remédier. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer plus précisément à cette problématique du raisonnement juridique. Et en partant des remarques de Hart, je vais essayer de montrer ce qu'il peut y avoir de dangereux à traiter le raisonnement juridique à l'image d'un syllogisme. Et je proposerai une autre manière de l'envisager qui fasse droit aux conditions pragmatiques qui entourent l'élaboration du jugement en droit. Et puis, à la fin, je reviendrai un petit peu sur la question de la véridiction, en apportant des nuances au propos de Hart,
qui, même si voilà, il a développé une réflexion intéressante sur le raisonnement juridique, ne me semble pas aller jusqu'au bout des intuitions d'Austin. Hein, mais évidemment, c'est là notre côté austinien convaincu va ressortir. Et je vais essayer de proposer quelques pistes de réflexion, en tout cas, pour aller un petit peu plus loin que ce que nous propose Hart. Donc, premier moment, hein, droit, langage ordinaire et théorie de l'action. Donc, tout d'abord, il faut rappeler brièvement que le trajet qui mène Austin à la découverte des performatifs est inséparable d'une première réflexion sur le droit et sur les actes juridiques. Donc, en introduisant le terme de performatif, Austin revendique d'abord vouloir attirer l'attention sur ce qu'il appelle un phénomène très répandu et évident, si familier, dit-il, qui ne peut manquer d'avoir déjà été remarqué, au moins ici et là, par d'autres, et en particulier par les juristes. Voici ce qu'il dit, mais il vaut par ailleurs la peine de souligner, comme un rappel, le nombre important d'actes auxquels s'intéressent les juristes, et qui sont ou qui incluent l'énonciation de performatifs, ou qui du moins sont ou incluent la réalisation de procédures conventionnelles. Vous pourrez bien sûr en apprécier l'importance, d'autant que les spécialistes de jurisprudence se sont toujours montrés conscients de l'existence d'une grande variété d'infélicités, et parfois même des particularités de l'énoncé performatif. Alors, si le droit constitue, donc, aux yeux d'Austin, un des terrains les plus privilégiés finalement pour cette prise de conscience à l'égard de la performativité du langage, c'est d'abord en raison de la profusion de formules et de procédures conventionnelles dont les juristes font usage lorsqu'ils font exécuter ce qu'on appelle des actes juridiques, donc des contrats, des testaments, des déclarations de dette, des actes de mariage, etc. On peut aussi songer à tous les verbes performatifs qui sont directement empruntés au champ lexical du droit, donc en dire c'est faire, qu'Austin va classer donc, dans deux catégories, soit celle des verdictifs, donc des verbes comme acquitter, to acquit, déclarer coupable, to convict, soutenir en vertu de la loi, hold as a matter of law, ou dans la catégorie des exercitifs, on trouve condamner à, plaider, léguer, proclamer, promulguer, etc. L'usage de ces verbes par les praticiens du droit attire en fait notre attention sur le fait que dans ces circonstances, les énoncés qui mobilisent ces verbes ont pour viser l'accomplissement d'une action, comme dit Austin, d'où l'idée d'acte juridique, qui n'équivaut pas simplement à l'acte de dire quelque chose. Alors, si on connaît bien en général ce lien entre droit et découverte de la performativité, on connaît moins bien celui entre droit et philosophie de l'action. Et pourtant, c'est peut-être le domaine où l'étude du langage ordinaire du droit peut constituer une ressource extrêmement intéressante, en tout cas pour la philosophie. Donc, en fait, l'idée d'Austin et de Hart, c'est qu'en tant que pratique, le langage juridique peut constituer une ressource. En tant que pratique, et donc en tant que sphère de discours, le droit constitue un terrain qui est particulièrement propice à l'examen d'une série de concepts qui sont relatifs à l'action humaine. Et c'est sur ce terrain que s'appuie son travail avec Hart, puisque les deux auteurs partagent cette conviction que l'étude du langage juridique pourrait permettre d'éclairer la grammaire conceptuelle de l'action. C'est d'ailleurs ce que défend Hart explicitement dans son texte The Ascription of Responsibility and Rights, puisque l'ambition de ce texte, c'est de montrer qu'une analyse attentive du langage ordinaire peut permettre de clarifier un certain nombre de difficultés qui sont suscitées par la manière dont les philosophes, et je vais y revenir certains théoriciens du droit, se sont emparés du concept d'action humaine et des notions qui lui sont habituellement associées. Alors, pour opérer ce travail, Hart va emprunter explicitement aux méthodes qui ont fait le succès de la philosophie du langage ordinaire. Selon le mot d'ordre d'Austin, il s'agit toujours d'examiner ce que nous dirions quand, quels mots nous employons dans quelle situation, et ainsi ne pas regarder simplement les mots ou les significations quelles qu'elles soient, mais aussi les réalités dont nous parlons avec les mots. Il poursuit, nous utilisons la conscience aiguisée que nous avons des mots pour affiner notre perception, qui n'est toutefois pas l'arbitre final des phénomènes. Donc s'appuyer sur le langage ordinaire pour connaître, pour clarifier ce sur quoi portent finalement nos concepts. Et à cet égard, l'originalité de la réflexion de Hart par rapport à celle d'Austin, c'est de placer directement la discussion sur le terrain juridique,
en opposant d'un côté la pratique effective des juristes, leurs procédures, leurs usages linguistiques ordinaires, et de l'autre, le développement parallèle de la théorie du droit, dont les analyses restent encore à ses yeux tributaires d'un certain nombre de modèles théoriques qui sont dispensés par les philosophes, et en particulier à l'époque par le positivisme logique. Donc si l'objectif de la théorie du droit, c'est d'élucider finalement la signification et l'articulation des concepts qui font l'architecture de la pensée juridique, cette théorie du droit ne peut faire, selon Hart, l'économie d'un examen de la façon dont les différents acteurs du droit, donc les avocats, les juges, les procureurs, les plaignants, donc la façon dont tous ces acteurs vont mobiliser ordinairement ces concepts lorsqu'ils s'expriment. Donc cette insistance sur la pratique et sur l'usage effectif des locuteurs repose au fond sur cette intime conviction, qui est présente évidemment chez Austin, que le langage ordinaire produit des distinctions conceptuelles qui sont souvent bien plus fines et bien plus adaptées que n'en seront jamais capables les langages formels, pour la simple et bonne raison que ces distinctions répondent à des objectifs pratiques concrets, et qu'elles ont en quelque sorte déjà fait l'épreuve d'un certain frottement avec le réel. Alors évidemment, ça ne signifie pas que le langage ordinaire doit toujours avoir, comme dit Austin, le dernier mot. Autrement dit, qu'on ne puisse pas souhaiter le réformer pour répondre à des situations, des objectifs pratiques nouveaux, ou introduire de nouvelles distinctions pour résoudre des cas difficiles, et d'ailleurs c'est le cas régulièrement voilà, dans le vocabulaire technique du droit. Mais pour Hart comme pour Austin, il ne faut pas oublier que le langage ordinaire a néanmoins toujours le premier mot. Ce que les philosophes et les théoriciens du droit ont justement tendance à négliger lorsqu'ils raisonnent de façon abstraite sur l'action humaine. Donc c'est pour ces raisons qu'examiner les particularités logiques des énoncés qui interviennent dans le champ du droit n'a pas seulement pour viser un éclaircissement, je dirais, local des concepts juridiques, mais peut espérer, selon Hart, apporter un peu plus de clarté au champ de l'action humaine en général. Alors conjointement, et c'est ça qui nous intéressera peut-être un peu plus aujourd'hui, il s'agit de lutter, je l'ai dit, contre l'influence néfaste de certaines théories philosophiques sur la théorie du droit elle-même, en montrant que les questions que se posent certains philosophes, notamment des philosophes de l'action, souffrent d'un certain décrochage par rapport à la réalité de nos usages linguistiques et de nos usages conceptuels. Ce décrochage, il explique en partie pourquoi le théoricien du droit, qui s'inspire des modèles proposés par le philosophe, peine ensuite à déterminer les conditions d'application de concepts juridiques aussi usuels que le concept de contrat, par exemple, celui d'infraction, celui de meurtre, en décalage précisément avec le juriste praticien, qui lui ne semble éprouver aucune difficulté à faire usage voilà, de façon compétente de ce genre de concept dans sa pratique quotidienne. Alors, un bon exemple de ce genre de décrochage, ce serait la théorie de la mens rea, l'influence des théories mentalistes de l'action sur la conception de l'intention et de la volonté qui accompagne cette théorie de la mens rea. Et je n'aurai pas malheureusement le temps d'en parler ici, peut-être que j'en parlerai un petit peu voilà, éventuellement pendant les questions. Ce à quoi j'aimerais en venir plus concrètement avec vous aujourd'hui, c'est donc à la problématique du raisonnement juridique. Donc, il me semble que la critique de l'illusion descriptive qui est développée par Austin et Hart joue un rôle particulièrement intéressant pour repenser finalement la manière dont se construit et fonctionne ce raisonnement juridique. Donc critique de l'illusion descriptive en théorie du droit. Alors si le droit joue un rôle important dans la découverte de l'idée de performativité, il constitue également le lieu d'un aveuglement, ou selon l'expression d'Austin, d'une fiction timorée, qui est reliée par les théoriciens du droit, qui consiste à traiter les énoncés juridiques comme des énoncés de fait, à savoir donc des affirmations vraies ou fausses qui portent sur la chose jugée. Je le cite ici, c'est seulement l'obsession encore largement répandue, voulant voir dans les énoncés du droit et dans ceux utilisés dans ce qu'on appelle les actes de droit, quelque chose comme des affirmations vraies ou fausses,
qui a empêché de nombreux juristes de voir bien plus clair sur cette question que nous le ferons probablement. Alors quand il dit cette question, il parle évidemment de la question de la performativité en général. Alors comment cette croyance, selon laquelle les énoncés du droit seraient des énoncés de fait, a-t-elle pu s'installer chez les juristes? Alors, Austin reste relativement vague sur le sujet, mais le texte de Hart, lui, nous indique que cette influence a d'abord trait à la question de savoir comment légitimer la validité d'un raisonnement juridique. Comme chacun sait, dit-il, en Angleterre, l'étape décisive d'un procès tenu dans un tribunal de justice est habituellement un jugement rendu par la Cour selon lequel certains faits, Smith a mis de l'arsenic dans le café de sa femme et celle-ci en est morte, sont vrais. Et certaines conséquences juridiques, Smith est coupable de meurtre, sont attachées à ces faits. Un tel jugement est donc un composé ou un mélange de faits et de droits. Et bien sûr, les requêtes et les actes d'accusation sur lesquels les tribunaux statuent sont également des mélanges de faits et de droits. Bien que les requêtes, les actes d'accusation et les jugements soient des choses différentes. Or, il y a plusieurs caractéristiques de l'élément juridique inclus dans ces composés ou mélanges qui invitent à différencier la façon dont les faits appuient ou échouent à appuyer les conclusions juridiques, les réfutent ou échouent à les réfuter, de ces modèles standards sur lesquels les philosophes ont tendance à concentrer leur attention et selon lesquels un type d'énoncé en soutient ou en réfute un autre. Alors, qu'est-ce que ce modèle standard? Ces modèles standards, qui sont visés ici, renvoient à ce que Hart et Austin appellent respectivement donc, le modèle théorique des phrases descriptives pour Hart ou l'illusion descriptive pour Austin. Donc, à savoir, cette idée selon laquelle une proposition douée de sens, c'est une proposition à laquelle on peut accorder une valeur de vérité, ce qui implique avant tout qu'elle dépeigne un certain état de choses. Adopter cette vision du langage juridique, c'est oublier quelque part la dimension pragmatique de la plupart des énoncés juridiques. Et pour vous donner un exemple, il y a une différence de ce point de vue entre l'énoncé « Smith est coupable de meurtre », qui est prononcé par un juge à l'issue d'un procès, et la même phrase prononcée par un simple témoin de la scène, à l'occasion par exemple d'un interrogatoire. Un verdict, je vais y revenir en détail, mais c'est un acte de parole particulier qui, effectué dans les circonstances appropriées, avoir par exemple l'autorité suffisante pour l'accomplir, être assis à une certaine place dans la salle d'audience, se vêtir d'une certaine manière, etc. Un acte qui ne fait pas que décrire un état de choses, mais engendre un certain nombre d'effets juridiques. Or, ce modèle théorique des phrases descriptives a, selon Hart et Austin, une influence néfaste sur la façon dont les théoriciens du droit conçoivent habituellement le raisonnement juridique. Donc, de la problématique du raisonnement juridique, au fond, le modèle est le suivant, puisque la sentence du magistrat tire sa justification non seulement de la règle de droit, mais aussi de l'ensemble des faits qui sont soumis à son examen, on pourrait tenter de se représenter la structure d'un tel raisonnement sous la forme d'un rapport d'implication logique entre, d'une part, des énoncés qui rapportent la réalité factuelle d'un certain événement. Smith a mis de l'arsenic dans le café de sa femme et celle-ci en est morte. D'autre part, l'énoncé de la règle de droit elle-même. Donc ici, si je ne me trompe pas, l'article 397 du Code pénal belge. Et, in fine, le jugement qui qualifie juridiquement ces faits au regard de la règle de droit. Donc Smith est coupable de meurtre. De sorte que si on peut établir la vérité des prémices, alors on pourra logiquement en conclure à la vérité de la solution. Mais cette façon de concevoir le raisonnement juridique repose, à mon sens, sur au moins 3 préjugés. D'abord, il repose sur l'idée que les énoncés juridiques peuvent être conçus comme des propositions, c'est-à-dire des énoncés dont le sens dépend de leur capacité à recevoir une valeur de vérité, ce qui n'a rien de forcément évident. Ensuite, il repose sur l'idée corollaire que le rapport entre l'énoncé de la décision judiciaire et les faits sur lesquels elle s'appuie est formalisable comme un rapport logique d'implication entre ces différentes propositions. Et puis, en conséquence, on pourrait tirer une troisième idée, à savoir que si la solution d'un raisonnement juridique devait être conçue à la manière de conclusion d'un syllogisme théorique, alors un bon verdict, ça devrait être finalement une proposition vraie qui est
fondée sur la véracité des prémices et sur le respect des règles de logique. Un raisonnement bien fondé, finalement, aboutirait à une conclusion vraie. D'où aussi cette critique d'Austin, hein, celle qui consiste à dire que les juristes, les théoriciens du droit, ont tendance à considérer que parfois les énoncés du droit sont des énoncés de fait. Alors ce type de modélisation, il occulte un ensemble de questions qui me semblent pourtant cruciales. D'abord, quel type d'énoncé compose le raisonnement juridique? Et quel type d'actes de parole sont performés via l'usage de ce genre d'énoncé? Deuxièmement, quel type de règles vont orienter ce raisonnement pour lui assurer son caractère non arbitraire? Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il s'agit de règles de déduction logique, ou est-ce que peut-être il y aura d'autres types de règles? Et enfin, quel rapport à la vérité est inclus dans le verdict à l'issue d'un tel raisonnement? Alors justement, j'aimerais revenir un petit peu sur le verdict et le considérer comme un acte de parole spécifique. Alors, comme le remarque très bien Hart, un verdict, à strictement parler, n'est pas vraiment vrai ou faux au sens noir ou blanc où pourrait l'être le résultat d'une expérience en physique. Il peut au mieux être juste ou injuste. Puisque le juge décide littéralement que sur la base des faits qui lui sont présentés, un contrat existe ou n'existe pas, et qu'il ne s'agit pas de décrire les faits, ni de faire des déductions inductives ou déductives à partir de l'énoncé des faits, ce qu'il fait peut constituer une bonne ou une mauvaise décision, un bon ou un mauvais jugement, et peut être confirmé ou infirmé, et lorsqu'il n'a pas la compétence pour décider de la question, peut être annulé ou révoqué. Ce qu'on ne peut pas en dire, c'est qu'il est vrai ou faux, logiquement nécessaire ou absurde. Dans le même sens, donc en dire c'est faire, Austin prend à de multiples reprises l'énoncé « je déclare l'accusé coupable » comme un exemple pour donner à voir ce qu'il entend par un énoncé performatif de type verdictif, qui est une certaine classe de performatif. En prononçant ces mots, le jury ou le juge n'est pas en train de décrire l'accusé comme un coupable, mais il est bien en train d'accomplir un acte, celui de rendre un verdict. S'il est réussi, cet acte aura notamment un certain nombre d'effets sur la situation présente, comme à minima le fait de transformer le prévenu en coupable. Il entraînera peut-être aussi un certain nombre de conséquences, comme l'application d'une peine, l'acquisition ou le retrait de certains droits, etc. L'acquisition d'un statut éventuellement. Or, et c'est ça le point intéressant, considéré en tant qu'acte de parole, un verdict ne semble pas avoir besoin pour prendre effet, pour être réalisé, de représenter correctement la réalité jugée. Voici ce que nous dit Austin justement au sujet de cette classe de performatifs à laquelle appartiennent les verdicts. Il existe une classe de performatifs que j'appellerais les verdictifs. Par exemple, quand nous disons « je déclare l'accusé coupable » ou plus simplement « coupable » ou encore quand l'arbitre dit « retrait ». Il fait allusion au baseball. Quand nous disons « coupable », notre sentence est d'une certaine façon heureuse si nous pensons sincèrement, au regard des preuves, que l'accusé a bien commis le méfait. Mais bien sûr, en un sens, tout l'enjeu de la procédure est d'être correct. Et peu importe même parfois ce que l'on en pense. Bien sûr, nous pouvons encore avoir un mauvais verdict. Il peut s'avérer illégitime dans le cas d'un jury ou même incorrect dans le cas d'un arbitre. Nous nous trouvons là dans une situation particulièrement malheureuse. Pourtant, dans aucun des sens que nous avons répertoriés, le verdict n'est malheureux. Il n'est pas nul. Si l'arbitre dit retrait, le joueur est exclu du jeu et la décision de l'arbitre est irrévocable. Si donc le jugement entretient bien un rapport important avec les faits, et évidemment je vais y revenir, son effectuation en tant que telle, donc en tant qu'acte de parole, ne dépend pas vraiment des faits présentés à son appui. En un sens, en tant qu'action, ce sont ce qu'Austin appelle ses conditions de félicité, ses conditions de réussite, qui vont s'avérer déterminantes, et non pas ses conditions de vérité. Comme je l'ai dit, le fait par exemple d'avoir l'autorité suffisante pour prononcer le verdict, le fait de prononcer les bons mots dans les bonnes circonstances, à la bonne place, etc., sont des facteurs qui vont justement déterminer la réalisation de l'acte. Donc en toute rigueur, un verdict peut tout à fait prendre effet
en tant qu'acte de parole, tout en constituant un mauvais verdict. Il n'est pas considéré comme nul et non avenu. Il a bel et bien eu lieu. Il peut éventuellement être invalidé par la suite, remis en question, etc. Mais ce n'est pas son caractère vrai ou faux qui va déterminer sa réalisation en tant qu'acte. Il va falloir apporter des nuances à ce point de vue, mais je vais y revenir. Traiter le verdict comme un acte de parole, c'est donc s'intéresser prioritairement à ses conditions de félicité et pas à ses conditions de vérité. Et ceci a pour conséquence de remettre en question partiellement l'image du raisonnement juridique que j'ai développé plus haut, puisque ce n'est pas le lien supposément logique entre le compte rendu des faits et la formulation générale de la règle de droit qui va déterminer la réussite de l'acte de parole que constitue le verdict. Comme l'explique Hart, avec peut-être un vocabulaire un petit peu différent, la conclusion intemporelle de la loi, Smith est coupable de meurtre, n'est pas impliquée de manière logique par les affirmations de faits temporels. Smith a mis de l'arsenic dans le café de sa femme le 1er mai 1944, qui la sous-tente. Et les règles de droit, même lorsqu'elles sont incorporées dans les lois, ne sont pas des règles linguistiques ou logiques, mais dans une large mesure, des règles de décision. Je vais revenir justement sur cette idée de règles de décision parce qu'elle me semble vraiment importante pour repenser le fonctionnement du raisonnement juridique. Alors, cette critique de l'illusion descriptive, une fois appliquée à la théorie du droit, elle semble pouvoir nous donner un ensemble d'éléments pour repenser le fonctionnement du raisonnement juridique. Alors d'abord, à l'encontre du premier point que j'ai soulevé tantôt, Hart refuse de considérer les énoncés qui composent le raisonnement juridique comme des propositions logiques. En particulier, il défend l'idée selon laquelle l'énoncé de la décision judiciaire est un énoncé performatif. Alors je vais revenir sur ce qu'il peut y avoir de problématique là-dedans. Ce que je dirais plutôt moi, en tant qu'austinienne, et en suivant jusqu'au bout les leçons d'Austin, c'est que le raisonnement juridique implique en tout cas des actes de parole spécifiques qui ont des conditions de félicité spécifiques et qui entretiennent entre eux des rapports dialogiques. À l'encontre du second point, Hart insiste sur le caractère pratique du raisonnement juridique, fondé non pas sur des règles de déduction, mais sur des règles de décision, ce qui ne le rend pas pour autant arbitraire. Et on peut ajouter, troisième point, qu'il serait absurde de vouloir attribuer une valeur de vérité aux décisions judiciaires, car ce serait mettre de côté, dit Hart, le truisme selon lequel ce que fait un juge, c'est juger, et non simplement décrire les faits cités à leur appui. Donc si les jugements n'avaient au fond pour viser que de traduire un ensemble de faits isolés dans l'idiome du droit, alors le caractère décisionnel de la parole du magistrat n'aurait plus vraiment le sens qu'il a pour nous. Donc on l'aura compris, en insistant sur la considération de cet aspect pragmatique des décisions judiciaires, Hart entend finalement offrir un contre-pied à l'attraction suscitée par l'illusion descriptive en théorie du droit. Mais cette conception, elle repose encore sur un certain nombre de malentendus, et ces malentendus, ils occultent à mon sens la manière dont on doit s'intéresser à la question de la véridiction en contexte juridique. Donc je propose justement, dans un troisième temps, si j'ai encore un peu de temps, Jeanne-Marie, oui, tout à fait. Ouais, de revenir un peu sur cet enjeu de la véridiction. Alors ce qui est problématique dans cette critique que Hart développe à l'encontre du modèle théorique des phrases descriptives, c'est que cette critique, elle s'appuie encore trop sur la notion d'énoncé performatif, ou d'énoncé performatoire, comme dit Hart, parce qu'à l'époque, Austin n'avait pas encore forgé le concept de performatif. Or, non seulement, conformément aux leçons d'Austin, cette notion de performatif se doit d'être abandonnée, mais de plus, elle a tendance, il me semble, à occulter le rapport qu'entretient le raisonnement juridique avec l'enjeu de la véridiction. Donc, premier point de critique, Austin versus Hart, du concept de performatif à celui d'acte de parole. Donc, tout le propos d'Austin dans Qu'en dire c'est faire, c'est de montrer que la distinction performatif-constatif se doit d'être abandonnée au profit d'une notion plus complexe qui est celle d'acte de parole. Austin fait remarquer
que les énoncés qu'il avait qualifiés au départ de constatifs sont eux aussi sujets à certaines formes d'infélicité, qui peuvent réussir ou échouer, tandis que les énoncés qu'il avait qualifiés au départ de performatifs entretiennent parfois eux aussi un lien non négligeable avec les faits, ce qui motive pour lui l'abandon d'une telle dichotomie entre énoncés performatifs et constatifs. Et à ce titre, contrairement à Hart, Austin souligne à de multiples reprises que les verdictifs engagent au contraire un rapport plutôt singulier avec la vérité. Les verdictifs, dit-il, consistent à délivrer un jugement, qu'il soit officiel ou non, à propos de faits ou de valeurs, pour autant qu'on puisse les distinguer, fondés sur certaines preuves ou certaines raisons. Un verdictif correspond à un acte d'ordre judiciaire et se distingue en ce sens des actes législatifs ou exécutifs qui sont pour leur part des exercitifs. Certes, il y a des actes judiciaires au sens large où ils sont accomplis par des juges plutôt que par des jurys, disons, qui sont en fait des exercitifs. Les verdictifs sont de manière évidente en lien avec la vérité ou la fausseté, la validité et la non-validité, ainsi que le juste et l'injuste. Que le contenu d'un verdict puisse être vrai ou faux, on le voit quand une contestation s'élève à propos de la décision d'un arbitre au baseball, qui annonce retrait sur 3 prises ou fausse balle. Donc ce rapport singulier que les verdicts entretiennent avec les faits les distingue d'autres actes de parole juridique, et en particulier ceux dont j'ai parlé tantôt et qui appartenaient à la classe des exercitifs. Austin ajoute qu'en tant qu'acte officiel, les décisions du juge, plus particulièrement dans la classe des verdictifs, ont force de loi. Quand un jury délivre un jugement, cela produit un criminel condamné. Quand un arbitre de baseball déclare le batteur éliminé, une faute lors d'un lancer ou la balle fausse, il élimine le batteur, rend le lancer fautif et la balle fausse. Ces choses sont accomplies en vertu de l'occupation d'une position officielle. Mais elles prétendent également être correctes ou incorrectes, bonnes ou mauvaises, justifiées ou injustifiées au regard des données et preuves disponibles. Donc, à la différence de l'aspect exercitif de certains actes juridiques, dont la fonction est, je cite Austin ici, de rendre une décision en faveur ou à l'encontre d'une certaine conduite. C'est une définition assez vague, mais on peut y revenir. Le verdict, en tout cas, évidemment, a une force, il rend le criminel condamné, mais il a aussi une prétention à être, comme dit Austin, correct ou incorrect, bon ou mauvais, justifié ou injustifié, au regard des données et preuves disponibles. Il ajoute, nous ne dirons pas vrai dans le cas des verdictifs, mais nous nous poserons assurément la même question. Le point important, on voit, c'est que cette façon d'évaluer le jugement fonctionne selon des critères qui sont différents finalement que la simple dichotomie du vrai et du faux. En fait, Austin n'est pas en train d'abandonner la notion de vérité aux seuls énoncés constatifs, il va au contraire l'étendre à l'ensemble du langage, et il va la complexifier en invitant à la considérer comme une dimension d'évaluation du langage qui comprend des termes d'évaluation ou des termes évaluatifs qui sont plus variés, comme par exemple le juste et l'injuste, l'adéquat et l'inadéquat, l'exagéré, le modéré, le vague et le précis. Il s'agit là donc d'une dimension d'évaluation supplémentaire qui, en quelque sorte, se combine, la question de savoir comment elle se combine évidemment, avec cette dimension d'évaluation de la performativité elle-même. Dans le traitement des performatifs, dit-il, nous avons toujours fait comme si la seule chose qu'un énoncé performatif devait faire était d'être heureux, de s'en sortir, de ne pas être un raté, de ne pas être un abus. Oui, mais ce n'est pas la fin de la question. Il y aura d'autres questions que simplement est-ce que c'était en ordre, est-ce que c'était bien comme conseil ou comme avertissement, est-ce que ça a marché. Après cela, il y aura sûrement la question, était-ce un bon conseil, un avertissement justifié? Ou dans le cas, disons, d'un verdict ou d'une estimation, était-ce une bonne estimation ou un bon verdict? Et ce sont des questions qui ne peuvent être tranchées qu'en considérant comment le contenu du verdict ou de l'estimation est lié d'une certaine manière aux faits, ou aux preuves disponibles sur les faits. Donc,
Austin ne va pas défendre une conception relativiste de la vérité, hein, selon laquelle la vérité ce serait au fond un consensus ou un accord, mais il va au contraire inviter à considérer l'aspect objectif que revêtent les circonstances, les objectifs et les intentions des locuteurs dans l'appréciation de cette vérité au sens large, donc dans ses multiples dimensions, enfin dans ses multiples façons de l'évaluer, je dirais, avec des termes évaluatifs différents. Et ceci revient finalement à s'interroger sur la pertinence toujours de ce qui est dit dans la situation. Un bon verdict, finalement, c'est un verdict qui est adapté, qui, selon certains critères normatifs, va être jugé juste ou injuste, bon ou mauvais, précis ou vague, etc. On aura plusieurs façons de l'évaluer. A contrario, en opposant radicalement les énoncés juridiques aux énoncés descriptifs, Hart, finalement, ne se donne pas, à mon sens, les moyens de dépasser ce qu'Austin appelait le fétiche vérité-fausseté, c'est-à-dire cette dépendance philosophique à l'égard de la dichotomie du vrai et du faux. Quelque part, il fait comme si la question de la véridiction ne se posait plus à l'égard de la décision judiciaire. Ce qui est paradoxal, parce que, finalement, en fait, en voulant faire droit à la dimension pragmatique de la décision judiciaire, il évacue quelque part cette question de la véridiction. D'autre part, et je finirai là-dessus, l'autre point de critique que j'aurais à l'égard de Hart, il concerne le fétiche fait-valeur. Alors, Hart relie finalement l'idée selon laquelle les énoncés juridiques auraient un caractère non descriptif avec l'idée selon laquelle la plupart d'entre eux constitueraient, à l'image des décisions du juge, comme il dit, un mélange de faits et de droits. Et c'est sur ce point que repose, à mon sens, la seconde ligne, on va dire, de partage entre son propos et celui d'Austin. La thèse de Hart, elle repose sur le présupposé qu'il existe d'une part des énoncés qui décriraient de purs faits, en l'occurrence des faits qu'il dit des faits physiques, et d'autre part des énoncés qui accompliraient de purs actes, notamment des actes d'attribution de droits ou de responsabilité, et ce en vertu du caractère normatif des concepts qu'ils mettent en jeu. Des concepts normatifs qui sont liés, en l'occurrence, à la règle de droit, mais si on l'étend à d'autres types d'actes, ça peut être juste à la référence à des concepts chargés de valeur, hein, comme le concept de propriété, par exemple. Tout se passe finalement comme si le candidat au jugement, donc l'action à juger, ou le cas à traiter, pouvait être convenablement décrit de manière brute, et pour ainsi dire de manière non conceptuelle, avant l'application du jugement. Ce type de position, au fond, s'appuie sur une certaine interprétation de la célèbre loi de Hume, selon laquelle on saurait inférer logiquement un est, is, d'un devrait, ought. Donc, c'est une interprétation qui a notamment conduit les positivistes logiques à rejeter du champ de la logique les énoncés qui faisaient intervenir des termes évaluatifs et qui a conduit ces positivistes logiques à rejeter ces énoncés du domaine du sens en général. Alors d'une certaine manière, s'il veut pourtant s'opposer à ce modèle-là, hein, la réflexion de Hart emprunte encore à ce qu'Austin appelle donc, le fétiche de la distinction fait-valeur, puisqu'il oppose constamment le normatif d'un côté et le descriptif de l'autre. Et à contrario, ce que j'aimerais montrer, c'est que le tour de force de l'analyse austinienne, il consiste au contraire à prendre au sérieux la solidarité qui existe entre le fétiche vérité-fausseté et le fétiche fait-valeur, ce qui implique de reconnaître que non seulement décrire est un acte au même titre que promettre ou s'excuser, mais aussi de renoncer au préjugé selon lequel notre description ne comporterait aucun contenu évaluatif. De ce point de vue, j'aimerais faire référence justement à sa philosophie de l'action. En fait, Austin nous apprend que même au niveau descriptif, il existe en réalité de multiples façons de décrire une même action. Des façons qui, je vais y revenir, impliquent parfois des concepts éthiquement chargés. Il nous est en principe toujours possible de décrire ou de faire référence à ce que j'ai fait de nombreuses façons différentes.
Devrions-nous dire, disons-nous, qu'il a pris de l'argent à cette femme ou qu'il l'a volé? Qu'il a fait entrer une balle dans un trou ou qu'il a fait un put? Qu'il a dit d'accord ou qu'il a accepté une offre? Autrement dit, jusqu'à quel point les motifs, les intentions et les conventions doivent-ils faire partie de la description des actions? Et plus particulièrement ici, que signifie une action, ou cette action, ou l'action? À strictement parler, il a pris de l'argent, il a pris l'argent de cette femme, il l'a volé, ou encore il a récupéré ce qu'on lui avait dérobé, sont trois énoncés qui sont possiblement vrais, du point de vue des éléments qu'on nous rapporte, qui peuvent tous sembler corrects. On pourrait pourtant avoir tendance à considérer que, voilà, il a pris de l'argent à cette femme et un compte-rendu objectif des événements, au sens où cette description comporterait aucun jugement de valeur sur ce qui s'est produit, là où les deux autres, il l'a volé ou il a récupéré ce qu'on lui avait dérobé, seraient des façons d'envisager l'action sous un angle défavorable ou favorable. On dira alors que la première est une description purement factuelle, c'est-à-dire une proposition qui peut être vérifiée ou démentie par comparaison avec l'état de choses qu'elle dépeint, tandis que les deux autres réclament un jugement évaluatif, du type « le vol est condamnable ». Le problème, c'est que dès qu'on fait intervenir, selon ce modèle, un jugement évaluatif, comme le vol est condamnable, eh bien, on ne saurait, du coup, sécuriser complètement l'objectivité de notre description. Or pourtant, selon les circonstances, les intentions et les objectifs de la discussion, s'appuyer sur des descriptions qui sont dépourvues de tout élément évaluatif ne sécurise pas nécessairement l'objectivité recherchée. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, par exemple, ce qui nous intéressera de savoir, ce n'est pas simplement s'il est vrai qu'il a pris de l'argent à cette femme et qu'il l'a mis dans sa poche, parce qu'il se pourrait, après tout, qu'en faisant cela, il ait simplement voulu récupérer son bien. Et ce qui nous intéressera de savoir, c'est s'il est vrai qu'il l'a volé. Ce qui signifie qu'une évaluation objective de la situation ne saurait être accomplie à un niveau de description qui n'impliquerait absolument aucune référence à des valeurs humaines. Et même dans certains cas, décrire l'action à l'aide de concepts éthiquement chargés, par exemple ici la notion de vol, sera la seule façon pertinente de décrire véritablement ce qu'il s'est passé. Et pour Austin, il est tout à fait possible de s'accorder sur la vérité de descriptions qui sont empreintes de valeur, sans forcément en être à l'étape du jugement. Plus encore, ce genre de description, c'est parfois la seule façon juste de rapporter la situation. Donc le faux pas dans lequel, au fond, tombe l'analyse de Hart, au regard de la distinction fait-valeur, il consiste à supposer qu'on peut référer avec sûreté à une action en l'isolant dans un premier temps, alors je n'ai pas trop parlé de ça ici, mais selon Hart, sous l'angle uniquement de ces mouvements physiques, les mouvements physiques qui sont opérés par l'agent, comme si ces mouvements physiques, au fond, étaient descriptibles de manière brute, quelque part. Et puis, le jugement du juge, finalement, interviendrait dans un second temps pour qualifier normativement cette description des faits, une fois la vérité des dits faits établie. Or, il faut bien saisir que pour bon nombre d'actions, même à cette première étape, établir la vérité des faits ne peut pas se faire en décrivant un ensemble de faits élémentaires qu'on pourrait isoler complètement des normes et des pratiques qui façonnent nos manières d'agir. Donc, il me semble que si on veut tirer profit des remarques de Hart sur les effets de l'illusion descriptive en théorie du droit, il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette critique. Il faut renoncer au fétiche vérité-fausseté, et puis il faut aussi renoncer au fétiche fait-valeur, si on veut repenser le raisonnement juridique à l'aune d'une pragmatique de la véridiction. Donc en conclusion, j'aimerais juste vous proposer quelques remarques, quelques pistes de réflexion pour essayer de prolonger cette réflexion sur le raisonnement juridique. Donc il me semble que pour développer une approche pragmatique de la vérification en droit, il faut d'abord repenser le raisonnement juridique comme un raisonnement pratique et non théorique, au sens un peu aristotélicien, d'un jugement qui implique notre raison pratique et qui vise donc un horizon de justice et de justesse, et non la production d'un jugement de connaissance.
Si on le pense comme ça, le droit apparaît non pas comme un système clos de propositions, mais comme une sorte d'activité, une pratique qui est toujours empreinte de valeur, où la véridiction va se mesurer à la pertinence d'une délibération prudente. Deuxième point, ça implique également de s'intéresser toujours aux conditions de félicité des actes de langage juridique, et pas seulement au verdict. On peut penser aux plaidoiries, aux réquisitoires, même aux éléments écrits des dossiers d'instruction. Et enfin, cela implique de se débarrasser du fétiche vérité-fausseté, comme du fétiche fait-valeur, mais à tous les étages de la procédure. Et c'est là où je voudrais en venir avec cette critique finale de Hart, c'est que finalement, se débarrasser de l'illusion descriptive, ça doit se faire évidemment au niveau du verdict, mais ça doit se faire aussi, même au niveau préliminaire, de la description des faits. Par exemple, dans l'instruction du dossier, dans l'établissement de la preuve, on a ici tout un ensemble d'éléments normatifs et évaluatifs qu'il faut prendre en compte et éviter de considérer que cette première étape, finalement, de description serait pure et ne consistait pas un acte en tant que tel auquel nous participons et dans lequel nous mobilisons certains concepts. Voilà. Je vais finir là-dessus et je vous remercie de m'avoir écouté.